Yandenge na ndenge Bamboka, Yandenge na ndenge Hollande, Allemagne, Belgique. Nyoso ezali pe kaka na tina na likambo na yo. Nani ayebaki na ntango wana eke lelo mama Anne-Mélis akoleka liboso mpo ete aloba na ntina na monene na kombo na yo. Papa, lata ye yo yaki mpona mokili mobimba. Mwindu mundele, rouge jaune, bazali ya yo. Sunga biso kati na programme na biso ya mokolo ya lelo. Conférence ezali kosalema papa, yo guide biso. Papa Paula pe akoleka zala na bango. Ebandeli tisuka, tosengi ete kozala mobateli na biso. Bao baza na nzela moko mibale, bakoya na esika oyo papa, komisa bango na kimia, na kombo na yo Nzambe tata, mwana mpe molimo santo senga amanso. Amen. Yango tolingi to banda na conférence na biso lelo. Bandeko bapesi nga mwa responsabilité pour na sala modération. Et c'est pourquoi nalingi na introduire ba conférencier lelo. Nous avons deux conférenciers. Nous avons maman Anne-Mélis et nous avons papa Paula. Alors nalingi to bandana ko se concentrer na oratrice Nabiso Alibuso. C'est pourquoi nalingi na présenté en français. Voilà, donc nous allons commencer par notre premier thème d'aujourd'hui. Et ce premier thème sera présenté par notre première oratrice. Nous en avons deux. Nous avons deux orateurs, donc Madame Anne-Mélis et Papa Paula Mwamba. Je vais introduire Papa Paula après, mais je me concentre un peu sur Maman Anne-Mélis. Moi-même, je crois que je n'ai pas besoin de me présenter ici. Je ne suis qu'un simple modérateur. Alors, un petit mot sur Maman Mélis. Je voudrais commencer directement par ce qui est important. Maman Mélis est docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Liège. Elle est docteur, mais elle est devenue docteur à cause du thème qu'elle s'est choisi depuis longtemps, depuis 1996, je crois, ouais. C'est là qu'elle a commencé à travailler sur ce thème qui l'a beaucoup passionné. Et ce thème n'est autre que les problèmes de l'église kimbanguiste. Alors, en 1996, elle a commencé par travailler là-dessus en tant qu'étudiante. Elle faisait encore son mémoire, je crois, des licences. Et là, elle s'était intéressée à ces problèmes. En tant que Belge, bien sûr, elle avait peut-être encore certaines réminiscences de la colonisation belge au Congo et de toute l'histoire comme elle s'était passée au Congo. Alors, après ces premières études-là de 1996, elle s'est concentrée davantage et elle s'est un peu focalisée sur la résistance kimbanguiste de 1921 à 1959 au Congo belge à l'époque. Alors, ce thème, elle a fait ça comme thèse de son doctorat qu'elle a défendu. Non, c'est pas le thème de ma thèse. Ah, c'est pas le thème. Non, moi, je ne suis pas historienne. Donc, moi, le thème de ma thèse, ça s'intitule Prophétisme, hétérodoxie et dissidence, l'imaginaire kimbanguiste en mouvement. D'accord, s'il faut répéter encore. Donc, purement
Voilà. Non, la précision est très, très merveilleuse. Mais aujourd'hui, elle va plutôt se concentrer sur ces problèmes de résistance kimbanguiste de 1921 à 1959. Donc, en fait, un aspect de sa thèse. Et elle a soutenu cette thèse humaine et sociale. Je crois que je peux lui laisser la parole. Et voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon, aux dames. Je voulais, avant de commencer mon exposé, je voulais simplement adresser un mot à la communauté kimbanguiste, je veux dire du monde, hein, donc pas uniquement à la paroisse de Liège. Je suis arrivée maintenant à un moment quand même fort crucial dans mon travail, à savoir que j'ai soutenu enfin ma thèse. Beaucoup savent que j'ai investi près de 15 ans de ma vie, même si bon, c'est vrai que j'avais déjà fait un mémoire sur l'Église, 15 ans de ma vie sur cette Église. Et bon voilà, c'était un parcours magnifique et je tiens vraiment aujourd'hui, comme symboliquement je viens de soutenir ma thèse et que ce travail évidemment je vous le dois, puisque sans vous, les kimbanguistes, jamais je n'aurais pu écrire ce que j'ai écrit. Vous m'avez tout appris et bon, j'en ai fait un travail personnel évidemment, mais c'est de vous que tout cela vient. Donc je voulais vraiment remercier très chaleureusement l'ensemble de la communauté kimbanguiste. Bon, je remercie tout d'abord évidemment Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'église, que j'ai connu d'ailleurs avant qu'il soit chef en 1996. C'est lui qui m'avait accueilli à Kinshasa, à Nkamba, pardon, puisque Papa Tialungana était à Kinshasa à ce moment-là. Donc vraiment, ça fait très longtemps que je le connais maintenant et il a toujours été magnifique avec moi. Et puis je tiens à remercier évidemment toute la communauté de Kinshasa, de Nkamba, du Bas-Congo, où je suis allée, à Mbazangongu. Et enfin, évidemment, je tiens à remercier les membres de la paroisse de Liège, qui est ma paroisse, si on peut dire, puisque j'ai commencé par la paroisse de Liège, et puisque je suis liégeoise, que j'ai été accueillie. Et je tiens vraiment à remercier ici beaucoup maman Rebecca, la chef de paroisse, son époux, papa Jean-Pierre, et puis des tas d'autres que je ne vais pas nommer. Mais j'ai aussi une pensée toute particulière pour mon papa adoptif, qui est ici présent, papa Abraham Yambouya, à qui vraiment mon travail doit énormément. Je tiens à le dire, et il m'a soutenu formidablement pendant toutes ces années. Et vous aussi, tous les membres de la paroisse de Liège, voilà, je tiens à vous remercier. Je ne vais pas la faire trop longue parce que j'ai peu de temps de parole, donc merci vraiment à tous. Alors, bon, c'est vrai que ma thèse, ça porte plutôt sur l'Église aujourd'hui. Hein. Donc moi, je suis anthropologue, donc je travaille quand même normalement moins l'histoire que le contemporain. Mais en bonne anthropologue que je suis, aujourd'hui, beaucoup d'anthropologues font de l'histoire. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis allée... bon, j'ai récolté évidemment des récits de kimbanguistes sur l'époque coloniale, d'apparition, de Papa Simon Kimbangu, etc. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous donner le point de vue kimbanguiste. Je peux le faire une autre fois si vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vais vous faire aussi un petit peu profiter des recherches que j'ai faites en archives, parce que voilà, finalement, pour connaître un petit peu ce qui s'est passé à l'époque, il faut aller un peu fouiller dans les archives africaines, donc au ministère des Affaires étrangères notamment, ou à Tervuren. Et moi, j'ai fait tout un travail d'archives, donc je voulais vous aussi faire un petit résumé qui vous permettra de vous donner un point de vue sur la façon dont les coloniaux ont perçu les kimbanguistes à l'époque coloniale. Et ce qui explique évidemment la répression du kimbanguisme et enfin la résistance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de la résistance aussi. Mais avant de commencer, parce que je sais qu'il y a ici dans la salle des personnes qui ne sont pas kimbanguistes, donc je vais commencer par résumer en quelques mots l'histoire du kimbanguisme, vraiment très rapidement. Ensuite, je vais venir au contexte violent de la colonisation belge dans lequel a émergé Simon Kimbangu en 1921. Puis je vais considérer le sentiment répandu chez les colonisateurs d'un complot dont Kimbangu aurait été l'instrument. Ensuite, je montrerai les modes de répression du kimbanguisme par la colonie belge. Et enfin, je décrirai les modes de résistance kimbanguiste de 1921 à 1959. Alors, voilà les petits jalons historiques. Simon Kimbangu est né en 1887 à Nkamba, dans le Bas-Congo, au Congo belge. Il reçoit son éducation scolaire dans la Londonian Baptist Missionary Society, qui est installée à Ngombe-Lutete, donc au Bas-Congo. Il exerce les fonctions de boy et puis de catéchiste.
En 1920, il va quitter Nkamba pour se rendre à Léopoldville, donc l'actuel Kinshasa. Peu après son retour à Nkamba, il va opérer dès le 6 avril 1921 des guérisons et des résurrections jugées miraculeuses, et il va aussi s'ériger contre la sorcellerie. En outre, il va interpréter la Bible et va prophétiser le renversement de l'ordre colonial. Vous savez tous que sa plus célèbre prophétie, c'est « les Noirs deviendront blancs, les Blancs deviendront noirs ». Voilà le renversement. Il apparaît donc très vite comme un prophète, un Ngunza, et comme un sauveur, un Mvulusi, donc là je parle en Kikongo. Et alors des pèlerins venus de tout le Bas-Congo et de Léopoldville, et même parfois même d'au-delà des frontières du Congo belge, vont déserter massivement leur mission et leur lieu de travail pour se rendre à Nkamba. Ce qui va évidemment inquiéter beaucoup les coloniaux, tous ces mouvements de foule. Alors Kimbangu va être très rapidement accusé par les coloniaux d'incitation à la xénophobie et à l'incivisme, d'atteinte à l'ordre public, mais il est surtout soupçonné finalement d'être l'instrument d'un complot protestant contre la sûreté de l'État. Bon, la colonie étant une colonie belge, les colons belges avaient évidemment été dans des rapports de force avec les Anglais, vous vous en doutez, même avec les Français, mais bon, en particulier avec les Anglais, qui avaient voulu, à l'époque de l'annexion du Congo en 1908, et qui avaient essayé d'obtenir le Congo belge. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Donc je continue l'histoire. En août 1921, un conseil de guerre est établi à Taysville, donc qui est l'actuel Mbanza-Gungu. Les Kimbanguistes y comparaissent enchaînés. Le 12 septembre 1921, Kimbangu est arrêté et très vite traduit devant le Conseil de guerre qui le condamne le 3 octobre 1921 à la peine de mort qui sera commuée en une peine de servitude pénale à perpétuité par le roi belge Albert Ier. Kimbangu demeurera reclus à la prison d'Élisabethville jusqu'à sa mort en 1951. Alors, dès 1922, les Kimbanguistes un certain nombre de Kimbanguistes, pas tous, mais enfin beaucoup de Kimbanguistes sont déportés dans ce qu'on appelle des camps de relégation. J'y vais y revenir tout à l'heure. Alors, en dépit de l'emprisonnement de Kimbangu et de la répression, le mouvement se maintient. Et porteur aussi d'un nationalisme Congo, donc à l'époque avec un K, il s'étend chez les Bas-Congo du Congo français et du Congo portugais. De plus, à la faveur des relégations, il va gagner progressivement des populations non-Congo. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, j'en viens au contexte de la violence coloniale. Le contexte dans lequel surgit Kimbangu en 1921 est évidemment le contexte de la violence coloniale. Les analyses du fameux anthropologue Wyatt McGaffey, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a consacré une grande partie de son œuvre au kimbanguisme, donc ces analyses de cet anthropologue permettent d'appréhender la situation très tendue, très équivoque, à bien des écarts très contradictoires dans laquelle se trouvaient confinés les Congolais à l'époque. Cette situation génératrice de frustration correspond plutôt à une violence symbolique qu'à une violence physique caractérisée. Alors, vous savez qu'à l'époque, on a pratiqué l'administration, enfin à l'époque coloniale, on a pratiqué l'administration indirecte, c'est-à-dire que c'est un système selon lequel les colons belges encadraient les pouvoirs locaux qu'ils laissaient en place. Bon, à ceci près, évidemment, que ce n'était pas vraiment les pouvoirs locaux, puisque c'était des chefs médaillés qui avaient été désignés par l'administration et qui remplaçaient finalement les vrais chefs, c'est-à-dire les chefs coutumiers, les mfumumpu. Alors, donc, il y avait cette administration indirecte. Alors bon, en fait, cette administration indirecte, en théorie, je dis bien en théorie, elle correspondait à un respect du droit coutumier. On faisait comme si on respectait le droit coutumier. Mais en pratique, donc dans la réalité, si vous voulez, pour des raisons idéologiques, raciales et évolutionnistes, si les Congolais, on estimait que les Congolais étaient capables de faire partie de l'Église, de l'administration, de l'État, ou voire de l'industrie, c'était seulement à titre de membre d'une catégorie passive et dépendante. De plus, en dépit des conversions nombreuses au christianisme des Congolais, donc l'intégration des Congolais dans les institutions européennes était systématiquement frustrée. D'où le sentiment qui était très répandu chez les Congolais à l'époque que les missionnaires cachaient la véritable Bible aux Africains. En outre, les Congolais convertis furent à plusieurs égards déçus par le nouveau régime.
En particulier, le nouveau régime, donc le régime colonial, échouait à faire, et le christianisme, hein, échouait à faire face à la sorcellerie et aux afflictions qu'elle apportait. Il ne guérissait pas. Ces mécontentements ont, selon McGaffey, contribué au surgissement en 1921 du mouvement de masse inspiré par Simon Kimbangu. De plus, si les Blancs étaient perçus comme impuissants à remédier aux fléaux attribués à la sorcellerie, ils furent aussi, vous le savez, largement soupçonnés de la pratiquer. On se rappelle tous de la rumeur du Mundele Yangulu, hein, qui signifie littéralement blanc porc, hein, mais qui consiste finalement en une pratique des Blancs, à savoir une pratique qui consistait à transformer les Congolais en animaux et à les manger. Donc, cette croyance en un cannibalisme sorcier blanc a aussi largement contribué à l'expansion du kimbanguisme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Kimbangu, contre la sorcellerie? Il en a appelé au pouvoir du Mpévé, l'esprit ou le souffle divin, qui était assimilé à l'Esprit Saint, le Mpévé Longo. Alors, il institue sa pratique de guérison par imposition des mains et par immersion dans l'étang de Nkamba, son village. Pour l'anthropologue Luc Deheusch, là je vais le citer, si les prophètes Congo ne sont pas tout à fait un corps étranger dans le système magico-religieux traditionnel des Congos, l'initiative de Kimbangu et des prophètes Congo, donc on pense aussi à Kimpavita évidemment, n'en représente pas moins, par leur contribution à la destruction de la culture Congo, une rupture radicale. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que les prophètes constitue une rupture radicale par rapport à la tradition religieuse Congo, hein, la tradition au sens la tradition ancienne, quoi. Et d'ailleurs, vous savez tous qu'en 1921, Kimbangu a promulgué 3 lois à l'encontre des pratiques propres à son système magico-religieux. Excusez-moi, vous m'entendez bien parce que j'ai l'impression... Oui, c'est moi qui entends un effet de raisonnement et... Non, ça marche, d'accord. Donc je reviens à ce que je disais. Donc Kimbangu a promulgué 3 lois contre des pratiques entre guillemets traditionnelles, donc de son système traditionnel religieux. L'interdiction du fétichisme, la destruction de tous les fétiches, la destruction des tambours de danse appelés ngoma et l'interdiction de la polygamie. Dès lors, s'il y a lieu de penser que les discours et les pratiques de Kimbangu et de ses imitateurs ultérieurs, c'est-à-dire les Ngunza, les prophètes, s'érigent contre la violence et la coercition inhérente à toute situation de domination politique et religieuse, il convient aussi de reconnaître la complexité dialectique et dialogique de ce processus. Je m'explique. Les notions qu'ont développées deux fameux anthropologues américains, Jean et John Comaroff, donc les notions de rencontre, de conversion, de conversation ou encore d'interaction permettent, donc sans nier hein, la domination coloniale et la violence de la domination coloniale, mais ces notions, elles permettent de reconnaître aux acteurs congolais des stratégies pratiques et idéologiques. Ces stratégies pratiques et idéologiques, dont les prophètes sont la manifestation la plus éclatante, associent, écrit l'anthropologue André Marie. Après, je ferai moins de théorie, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ces stratégies associent l'excès de zèle ou le mimétisme par rapport aux manières des Blancs aux ruses du détournement et de la récupération du message biblique. Fin de citation. Alors, comme un certain nombre d'entre vous le savent, moi, j'ai eu la chance d'avoir accès au journal de Simon Kimbangu, qu'il a écrit en 1929-1930 en prison, qui a été récolté par Léon Goebbels, qui était procureur à l'époque à Élisabethville, et qu'il a remis à mon ancien patron de thèse, Paul Gossiot. Et donc, bon, j'ai eu accès. Alors, je ne pourrais pas vous citer des tas de passages de ce journal, je n'y suis pas vraiment autorisée. Donc, j'ai un petit passage du journal que je vais vous citer. Et là où vous allez voir que Kimbangu, finalement, il mesurait bien les enjeux de sa pratique. Il écrit dans son journal, le 6 septembre 1930, « Les pères catholiques sont mécontents de moi parce que j'ai renseigné la Bible du Nouveau Testament. » Donc, vous voyez bien qu'il est bien conscient que, finalement, cette récupération du message biblique, qui est tout à fait légitime, évidemment, les catholiques, ils n'en sont pas très contents. Hein. Les protestants non plus, mais moins peut-être. Mais ça, on y reviendra. On va revenir aux protestants. Alors, un autre document que vous connaissez certainement, qui est intitulé « Histoire de Simon Kimbangu d'après les écrivains Finangani et Nzungu »,
qui a été publié par Remakers, qui est un sociologue, et qui en fait sont les récits des secrétaires de Simon Kimbangu. Mfina Ngani et Nzungu, c'était les deux secrétaires de Simon Kimbangu, et ils ont rédigé un document. À l'époque, ils étaient contemporains de Kimbangu, donc c'est un des seuls documents qu'on ait écrit par des Congolais de l'époque, si vous voulez. Et alors, donc, bon, je ne peux pas non plus vous citer tout le document, mais il rapporte, donc je vous parle toujours des stratégies, il rapporte l'événement que vous connaissez tous. Vous savez, quand Léo Morel est arrivé, donc c'est un administrateur territorial qui est venu voir en mai notamment, puis qui est revenu plusieurs fois. Il y a sur votre compte, vous, prophète, Simon pria et lut le psaume de David 3. La force du Saint-Esprit se manifesta en lui, et il cria à haute voix. « J'ai appelé Jéhovah de ma voix. » Simon dit, « Est-ce que vous allez persécuter le Saint-Esprit? Est-ce l'orgueil qui vous a amené ici ?» Voilà, fin de citation. Or, donc, je vous parle de cette capacité de stratégie, si vous voulez, ou de récupération du message biblique. C'est un petit peu ça dont je vous parle pour le moment. Donc, cette capacité de récupération du message biblique, de stratégie, dont Kimbangu fit incontestablement preuve, eh ben, ça lui fut totalement refusé par ses détracteurs, donc par les gens qui étaient contre lui. Et en fait, la répression du kimbanguisme, elle a été largement alimentée par le soupçon d'un complot contre la sûreté de l'État, un complot dont Kimbangu n'aurait été que l'instrument. Je vais m'expliquer. Plus précisément, Kimbangu et son mouvement auraient été instrumentalisés par ceux-là qui, en effet, l'ont quelquefois défendu, à savoir les garvéistes, donc les panafricains, les communistes et les protestants anglais. Donc finalement, les détracteurs du kimbanguisme, ils vont essayer de dénier à Kimbangu et à son mouvement sa capacité d'auto-institution. Donc on va faire comme si finalement il n'était pas capable de créer un mouvement lui-même, quoi. Comme s'il était simplement instrumentalisé de l'extérieur. Alors donc j'en viens un petit peu à cette idée d'obsession du complot qui était présente dans l'esprit des coloniaux à l'époque. Alors bon, c'est sûr qu'il n'est peut-être pas tout à fait indifférent que Kimbangu ait en 1920 et en 1921, donc juste avant son ministère, qu'il ait résidé à Léopoldville et qu'il ait travaillé à la firme britannique des huileries du Congo belge, qui était une firme britannique qui appartenait à Unilever. Donc c'était une espèce de petit État dans l'État. Les huileries du Congo belge, on disait toujours que c'est un petit État dans l'État. Il y avait une police privée, etc. Donc les Belges y avaient peu accès. Donc vous allez voir que ça va créer des fantasmes. Alors on est évidemment dans le contexte où il y a des rivalités entre la Belgique et l'Angleterre qui sont très fortes pour des raisons purement de stratégie politique. Donc les Anglais constituent toujours un petit peu une menace pour les Belges. Et Kimbangu, il va être pris finalement dans ce conflit à son corps défendant. Alors les années 1919 et 1920 vont voir aussi l'éclosion à Kinshasa de mouvements syndicaux et de grèves chez les fonctionnaires et les agents coloniaux. Mais d'autre part aussi, Kinshasa sera le lieu de l'éclosion de mouvements pré-révolutionnaires d'inspiration garvéiste, donc panafricaine, dont les leaders sont André Yengo, qui a fondé déjà à l'époque un mouvement qui s'appelait Congo Men, et enfin encore le noir américain Wilson, qui travaillait aux huileries du Congo belge, justement, là où était Kimbangu. Donc André Yengo et Wilson, ils étaient en plus tous les deux baptistes, comme l'était Simon Kimbangu aussi. Enfin, il y a aussi dans les mouvements panégristes à l'époque le mouvement de John Panda Farnana, donc qui était surtout en Belgique et qui avait un correspondant à Kinshasa qui s'appelait Emmanuel John et qui recevait aussi son courrier dans une mission baptiste du quartier de nouveau des huileries du Congo belge. Alors, vous imaginez, tout ça, ça va faire évidemment fantasmer les coloniaux. Alors, le journal colonial, qui s'appelle L'Avenir colonial belge, avance dans son édition du 17 juillet 1921 qu'il y ait Marcus Garvey, Kimbangu, John et Panda Farnana. De San aussi, le vice-gouverneur général du Congo, dans un rapport qu'il écrit le 14 août 1921, y a-t-il des promoteurs étrangers ? Ceux-ci sont-ils Panda Farnana à Bruxelles, des missionnaires étrangers dans la colonie, ou la Ligue Pan-Nègre de Marcus Garvey, ou les uns et les autres associés ?
Fin de citation. Il est vrai qu'au thème du renversement du pouvoir des Blancs, qui était un thème nodal et récurrent dans le kimbanguisme, et dont l'expression est évidemment strictement prophétique, furent associées, entre autres figures, celles des Américains et des Afro. À cet égard, je vais encore vous citer un passage du journal de Simon Kimbangu, donc il a écrit en prison, et qui est daté, donc c'est un songe, qui est daté du 10 février 1929. Alors il raconte ce songe. Un songe où il vit un bateau. Donc c'est Simon Kimbangu qui écrit. Un monsieur venant de Léo, donc Léopoldville, se trouvait dans le bateau. Puis il y avait plusieurs soldats. Alors un honorable sortit, lui, le grand noir, a frappé une gifle au blanc. Vraiment, les soldats, lorsqu'ils ont vu cela, que leur chef a été frappé, certes, ils se sont préparés avec leurs fusils pour nous tuer, mais lui, donc le grand noir, a dit que restons tranquilles. Dès qu'il a frappé la main par terre, vraiment les blancs ont été disparus sur place. Les noirs sont devenus blancs. Voilà, fin de citation. Donc la figure du navire dans les années 20, elle était associée au retour de Kimbangu et ou des Américains. Mais d'aucuns dans la colonie ont associé évidemment cette rumeur aux idées garvéistes parce qu'elle leur paraissait évoquer la Black Star Line, qui était le projet avorté de Marcus Garvey d'une ligne maritime qui relierait les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Alors, les panafricains, maintenant le communisme. Alors le communisme, vous le savez, par définition, qui est anticolonialiste, était également présent dans l'ombre 1910 avec des relais européens, les marins notamment, et des relais congolais. Alors, des numéros du journal communiste Le Drapeau Rouge circulaient déjà sous le manteau à Léopoldville. Alors, je vais faire un bond dans le temps parce que la façon dont les communistes ont défendu les kimbanguistes, ils ont été des grands défenseurs en fait des kimbanguistes. Alors, je vous dirais simplement, pour résumer, qu'en 1925, dans le Drapeau Rouge, donc le journal communiste, Kimbangu est qualifié de martyr, je cite le journal, martyr de la cause nègre. À l'époque, on parlait comme ça. Hein. Et enfin, en décembre 1927, un texte de la Ligue contre l'impérialisme, donc une ligue communiste, propose le kimbanguisme comme moyen principal de propagande. Voilà, j'en finis avec les communistes. J'en viens maintenant aux protestants. Donc, cette obsession d'un complot protestant. Alors, plus profondément, les catholiques, dont vous savez très bien que les premiers qui ont lancé la campagne anti-kimbanguiste, c'était les plus grands ennemis des kimbanguistes, les plus grands pourvoyeurs de kimbanguistes dans les camps de relégation, etc. Donc, les grands ennemis c'était les catholiques. Donc les catholiques, eux, ils sont convaincus que les missionnaires protestants, anglais et suédois, sont impliqués dans le mouvement kimbanguiste. À titre exemplaire, je note que le père Louis Philippard, de la mission rédemptoriste de Tazeville, donc Mbanza-Ngungu, mai 1921. Les protestants se sont emparés de ce mouvement pour exciter les foules et les détacher du catholicisme. Fin de citation. Le 12 juillet 1921, l'administrateur territorial Léon Morel, je cite, « Tout le mouvement de Kimbangu émane de Noirs soumis à des influences anglaises ou américaines, catéchistes protestants, employés des huileries du Congo belge, etc. » Depuis le 14 juin 1921, la chefferie de Nzundu, la chefferie de Kimbangu, était placée sous le régime militaire sur le régime de l'occupation militaire. Alors, vu le manque de succès des promenades 12 août, le vice-gouverneur général de San va placer le territoire des Katarak Sud sous régime militaire mitigé, et ce qui rend en fait les suspects éventuels justiciables d'un conseil de guerre établi dans le Bas-Congo à Tazeville, donc Mbanza-Ngungu. Et c'est chaînes au cou qui sont amenés les kimbanguistes. Alors je continue avec les protestants. Les réprobations à l'égard des missionnaires protestants vont encore s'accentuer. De San, donc le vice-gouverneur, va écrire à ce sujet le 26 août 1921, où, je le cite, qu'au départ vers Tazeville de quelques indigènes inculpés, le supérieur de la mission protestante de Kinshasa, le révérend Kirkland, de nationalité anglaise, a entretenu les prisonniers et leur a publiquement serré la main. Le commandant de Rossi, donc ça c'était un militaire
c'est lui qui va juger Kimbangu plus tard, donc je continue, le commandant de Rossi m'écrit que les pasteurs Thomas et Jennings à Tazeville lui ont demandé d'être agréé comme défenseur des inculpés qui seront traduits devant le Conseil de septembre 1921. De Sane écrit à Lippens et lui suggère notamment d'expulser les missionnaires protestants Jennings, Thomas, Bowskill et Davis. En 1924, donc après l'arrestation de Kimbangu, le père rédemptoriste du Fonteny, qui est un des grands ennemis des kimbanguistes, publie une lettre dans laquelle il s'érige contre la récente politique de tolérance à l'égard du mouvement kimbanguiste qui a été provoqué par le rapport du commissaire Noirot. Je n'ai pas le temps de vous parler de ce rapport, mais il y a eu, pendant une petite période, nouveau une certaine tolérance à l'égard du kimbanguisme. Et parce que finalement, le rapport de Noirot attestait du caractère purement religieux du mouvement et du détachement des fidèles à l'égard des protestants. Mais, à l'inverse de nos catholiques, juge que le mouvement, lui, est anti-belge et pro-anglais. Il va jusqu'à dire que la religion kimbanguiste n'est autre que celle de la londonienne Baptist Missionary Society. En janvier 1925, Voisin, qui va faire une contre-enquête, parce que tout ça menait évidemment à des enquêtes, va s'ériger contre le soupçon d'espionnage dont les missionnaires protestants étrangers font l'objet. Il s'oppose également au père du Fonteny quand celui-ci va jusqu'à suspecter, chez certains, la pensée libre et l'anticléricalisme les mènent à l'antipatriotisme. Il faut savoir aussi que, donc je vais très rapidement, on a soupçonné, vous savez que la colonie belge était fondamentalement catholique, c'était tellement intrinsèquement catholique, et donc on a soupçonné certains agents de l'État de fermer les yeux devant certaines choses et d'être en fait... je vais peut-être choquer certains kimbanguistes ici, mais d'être en fait des francs-maçons, donc la pensée libre défendu les kimbanguistes. Et donc c'est contre le catholique du Fonteny. Voisin, de son côté, va quand même, maintenant peut représenter un danger potentiel en tout cas. Donc le 6 février 1925, le kimbanguisme, c'est important de le savoir, est interdit par le gouverneur de la province du Congo-Kasaï, Rutten, un décret du 11 février 1926 sur les associations indigènes des mouvements dits politico-religieux. Donc le kimbanguisme entre destinité. Alors, je vais maintenant considérer quelques modes de répression du kimbanguisme. Le 12 septembre 1921, Kimbangu est arrêté. Je regarde un peu l'heure, oui. Non, oui, je vais aller un peu plus vite. Le 12 septembre 1921, Kimbangu est arrêté. Il s'est fait arrêter sans résistance, c'est attesté dans les archives coloniales, et dans l'historiographie kimbanguiste évidemment. Kimbangu est traduit devant un conseil de guerre. Vous savez qu'il n'y eut aucune défense, aucun avocat ne fut proposé à ses seuls moyens. Le 2 octobre, alors que le procès a commencé la veille, le journal colonial L'Avenir colonial belge exhorte à la condamnation la plus sévère. Je cite le journal. « Il faut un exemple, il faut un châtiment qui impressionne la Kimbangu est un criminel. Kimbangu a comploté contre la sûreté de l'État. » Fin de citation. Le 16 octobre, le même journal rapportera un incident survenu lors du procès. Au moment de l'interrogation, en ces termes, je cite le journal. « Kimbangu, craignant que Mikala Mandombe ne parle trop librement, simula son tremblement. C'était pure simulation. Et pour éviter le retour de pareils faits, douche froide et correction paternelle de 12 coups de fouet furent administrés à Kimbangu. » Fin de citation. À l'issue du procès de Simon Kimbangu, de Rossi rend un jugement qui dépasse le réquisitoire plus modéré du ministre public, condamne Kimbangu à la servitude pénale à perpétuité, Mikala Mandombe à 2 ans de servitude en raison de son jeune âge. Dans les attendus du jugement, Kimbangu et sa dite secte sont en substance condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, incitation à la haine du blanc, par les moyens suivants. Alors je cite évidemment le rapport, de faux bruits de guérison et de miracles, l'enseignement de la Bible et de fausses idées de religion. C'est pas moi qui parle, le fanatisme, des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées. Fin de citation. Le ministère public Dupuy annonce qu'il va introduire un recours en grâce. Cette attitude fut abondamment critiquée dans la colonie. Les missionnaires protestants Ross, Phillips et Clark introduisirent eux aussi auprès du gouverneur général une requête de clémence à l'égard de Kimbangu. Le 30 octobre, des délégués belges des commerçants adressent au roi ce télégramme.
Je cite, « Les commerçants de Tazeville réunis en séance extraordinaire implorent de Sa Majesté le rejet. » Finalement, le 15 novembre 1921, la décision du roi Albert tombe. La à perpétuité. Kimbangu est transféré à la prison d'Elisabethville, donc l'actuelle Lubumbashi, où il demeurera jusqu'à sa mort en 1951. Marie Mouilou est passée jusqu'à 1959 en résidant surveillé à Nkamba. Dès 1922, les Kimbanguis sont emprisonnés et déportés dans des camps de relégation disséminés dans l'ensemble des provinces du Congo belge. Alors, 2 mots sur ces camps de relégation. Ces camps de juillet 1910, donc c'est pas nouveau, ça existait avant le kimbanguisme. En 1958, je le signale, le député socialiste belge Ouzio rappellera que toute mesure de relégation est une mesure administrative qui se fait sans la collaboration des autorités judiciaires et sans l'organisation de droits de défense pour le prévenu. Donc c'est une mesure purement administrative. On peut se permettre d'arrêter les gens sans les faire passer devant des tribunaux, ce qui est absolument impensable dans un système démocratique. Alors, l'historien Isidore Ndaiwel précise que la relégation, qui après 2 ans d'emprisonnement fut placée de 1924 à 1959 dans le camp de relégation de Loa, dans la province orientale, apporte un témoignage relatif à l'installation de ce camp. C'est un passage que je cite du livre de Papa Dianguenda, le livre vert. Arrivés à Loa, nous avons été jetés dans des huttes. Il n'y avait pas de place pour héberger tout ce monde. Pendant plusieurs mois, nous vivions, qui intégra le même camp en 1938, m'a confirmé que les relégués ont dû construire eux-mêmes leurs habitations et assurer leur autosubsistance par la culture de terre mise à leur disposition. Quant à la surveillance, elle consistait en un appel fait chaque matin à 6 heures. Robert Wabiakan, le fils de Mikala Mandombe, qui est né en 1930 dans le camp de Loa, m'a rapporté qu'un je le cite, « Un relégué peut sortir du camp, mais il ne peut pas faire plus de 5 km sans autorisation spéciale. Un sergent-major est là pour surveiller. » Beaucoup de relégués travaillaient chez les Blancs, envoyés par le gouvernement, mais ils étaient payés moins cher. On leur disait « Puisque vous êtes relégués, vous n'avez pas besoin d'argent. » Alors, je ne peux pas continuer sur les camps, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y aurait toute une conférence à faire là-dessus, mais donc je signale simplement qu'en 1940, une ordonnance va réglementer l'internement pour mesure d'ordre. Une ordonnance va créer, si vous voulez, un autre type de camps de relégation qui vont être appelés des colonies agricoles pour relégués dangereux. Et les relégués, il y aura des kimbanguistes évidemment, et les relégués de ces colonies vont être soumis aux travaux forcés et placés sous haute surveillance militaire. Bon, je pourrais m'étendre abondamment sur la répression, mais je n'ai vraiment pas le temps. Je dirais qu'en un mot, que le motif légal, entre guillemets légal, entendons-nous bien, pas au regard d'un système démocratique, donc un motif légal au regard en tout cas de la charte coloniale, donc ce motif légal qui fut constamment invoqué pour surveiller, réprimer, punir et interdire le mouvement kimbanguiste, a résidé dans la menace que constituait le kimbanguisme pour l'ordre et la tranquillité publique. Des rumeurs annonçant le retour de Kimbangu recommencent à circuler. À titre, ils viendront pour lutter, pour arracher notre pays qui est prisonnier et esclave des Blancs. Alors, les sociologues Rémakers et Desroches, dans leur livre « L'administration et le sacré », rapportent et commentent les propos apocalyptiques tenus par certains relégués en août 1936. Je cite leurs paroles. « Quand notre jour sera venu, les Blancs disparaîtront comme l'éclair. Dieu nous placera au-dessus des Blancs et alors nous les chasserons. Nous les écraserons alors avec nos pieds et ils seront nos esclaves. » Les relégués font l'objet d'une surveillance plus étroite dès 1930 parce qu'ils tendent par courrier des idées hautement subversives. Abraham Yambouya, donc, qui a vécu au camp de Loa, m'a attesté qu'il y a eu en effet des échanges de correspondance entre relégués des différents camps, et plus rarement des relégués et des kimbanguistes du Bas-Congo. Vous savez, vous les kimbanguistes, que vers 1940, un alphabet, donc l'alphabet Kiduma, a été inventé par le kimbanguiste Thomas Douma, qui était relégué au camp de Loa et qui était clerc dans l'administration de la province orientale. Cet alphabet a permis aux kimbanguistes relégués de communiquer en minimisant les risques. Hors des camps au Congo et au Congo français, des protagonistes de tous ordres vont commencer à participer à cette réactivation du kimbanguisme dans les années 30. Mais
ce ne sont pas ce que les vrais kimbanguistes, ce serait plutôt ce qu'ils appellent des faux kimbanguistes. Bon, il y a eu une foule comme ça de petits prophètes qui ont surgi à partir de 1930. Il y a aussi d'anciens collaborateurs de fondé des mouvements comme Philippe Bumba par exemple. Et enfin, il y a de nouveaux leaders qui ont tenté de fonder, eux, vraiment dès 1935, des mouvements plus structurés, inspirés par la figure de Simon Kimbangu. L'un des mouvements évidemment les plus importants, c'est la Mission des Noirs, qui a été fondée au Congo belge en 1940 par Simon-Pierre Mpadi et qui se prétendait chef des qualifié de sauveur des Noirs. Alors, un texte de Mpadi annonce, je cite quand même Mpadi, même si c'est triste, et maintenant, l'avènement du roi des Noirs est arrivé. Il se lèvera pour régner et pour faire finir l'esclavage des Noirs. Alors, bon, pour aller aux années 1950, de nombreux mouvements organisés de ce type vont voir le jour dans les 3 Congos. Donc Congo-Kinshasa, Congo-Brazza et Congo et Angola actuels. Ces mouvements peuvent, en simplifiant, être caractérisés par des pratiques de guérison et des discours des Blancs. En 1937, un arrêté provincial va décider la dissolution, cette fois-ci, de la secte hiérarchisée appelée Ngunzisme. Parce qu'on voit qu'apparaît un autre mouvement qui dépasse le kimbanguisme, donc on l'interdit également. En parler, je vais me borner à dire ici que le mouvement prophétique, qui a pris une ampleur vraiment sans précédent, ne c'est le contexte finalement de la Deuxième Guerre mondiale et la violence eschatologique. En octobre 1951, Kimbangu, le 14 décembre 1951, l'administrateur du territoire de Tazeville assure que le calme règne à Nkamba. Je le cite, que certains indigènes ne croient pas à Kimbangu. Ainsi, en 1905, un sous-commissaire de la sûreté dit tenir l'informateur Philippe Ntweba, un kimbanguiste, suivant. Kimbangu est en Amérique et il va venir nous libérer, car nous sommes des croix en Kimbangu seront privilégiés lors de la libération du Congo. Ce que les dispensaires, les œuvres sociales, c'est de la politique. Ils ne nous aiment pas. Dès 1952, le kimbanguisme organise autour du noyau dur de Nkamba, jusqu'à Léopoldville, c'est-à-dire autour du noyau dur, c'est-à-dire autour de Maman Mouilou. Le fisc, qui est à le service du gouverneur général Pétillon, reprend le mouvement. Enfin, il reprend clandestinement le mouvement en main. Il reprend le flambeau. Le mouvement clandestin prend alors l'appellation de ce qui signifie association, enfin, etc. En 1953, des tracts écrits en Kikongo circulent sous le manteau, principalement dans les régions de Tazeville, mais aussi au Congo français. Alors, l'un de ces tracts africains, des affaires étrangères en Belgique, annonce ceci. Je vous lis le tract, une partie du tract. C'est moi-même, Simon Kimbangu, toute la race noire de l'Afrique, c'est-à-dire celle du Congo belge, du Congo français et du Congo portugais. Actuellement, les Européens se font rois. Ils éprouvent la race noire. Et qui vous désirez qu'il soit roi? N'hésitez pas de dire que nous ne connaissons pas un autre Kimbangu choisi par Dieu lui-même. Fin de citation. Lucien Luntadila, qui fut secrétaire général de l'Église de 1958 à 1995, au cours assisté de militants kimbanguistes, il composa lui-même et fit circuler des tracts. Je cite Luntadila. Nous avons, quand on vous pose la question qui sera votre roi, répondez que ce sera Kimbangu. Moi, j'ai publié ça et je l'ai envoyé sous forme ouverte. Je me suis servi de tous ces éléments. Kimbangu était perçu comme un libérateur. On disait il va revenir. Kwiza, Kwiza, il revient. Fin de citation. Que la figure du roi, invoquée très tôt par les kimbanguistes à propos de Kimbangu, a libéré les velléités nationalistes Congo, avec un K, et l'aspirant royaume de Congo. Mais dans la mesure où cette restauration du royaume de Congo reste suspendue au retour attendu de Kimbangu, ce projet, qu'on peut dire théologico-politique, conservera la portée d'une sorte de parti politique de l'alliance des Bakavubu, catalysera des libérations, mais sur un mode plus franchement politique. Dans la seconde moitié des années 50, le mouvement kimbanguiste va s'employer officiel. Il va, à cet effet, adopter des stratégies institutionnelles, des modes de résistance antérieurs. Alors, 2 mots donc sur ces stratégies pour la reconnaissance, ou ce qu'on a appelé aussi l'action ouverte.
Alors, le 18 avril 1957, les kimbanguistes adressent une lettre au Premier ministre belge Achille Van Acker, de même qu'au Parlement belge, et plus particulièrement au député socialiste Georges Ouzio. Cette lettre a trait au le journal socialiste. En juillet 1957, donc Lucien Luntadilla, dont je viens de parler tout à l'heure, et Albert Ioanni transmettent au gouverneur général Pétillon une pétition de 600 signatures dans laquelle ceux-ci formulent cette alternative, la tolérance ou la mort. Ils se réunissent tous au stade Baudouin, c'est un stade de football, où ils se disent prêts à être fusillés s'ils n'obtiennent pas la tolérance. Corbier, qui est délégué par Pétillon, vient annoncer alors que le gouvernement envisage de revoir sa politique. Dans l'attente d'une tolérance officialisée, les kimbanguistes publient en septembre 1957 un document intitulé « Mise au point sur le caractère strictement religieux et non xénophobe du mouvement ». Alors se dépouiller de l'apparence politique qui lui a... Et du même coup, il se démarque ainsi du parti politique de l'Alliance Kasavubu. Le 6 décembre 1957, une circulaire de Pétillon tolère l'isme. Les kimbanguistes visent alors à la reconnaissance de leur mouvement, qu'ils prennent en église. Car finalement, placés, puisque les kimbanguistes sont tolérés, les missionnaires catholiques et protestants expulsent de leur mission et de leurs écoles ainsi que de à ce qu'on appelle alors la religion du pays, c'est-à-dire le kimbanguisme. C'est l'époque où là se dévoile et est placé à la tête du mouvement par le Conseil des sages l'appellation EJCSK, c'est-à-dire le prophète Simon, 1958. Suzanne H. a écrit que le 24 janvier 1958, une lettre adressée à Pétillon demande, sur la base de la Constitution belge et de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, vous voyez que les kimbanguistes, maintenant, utilisent le droit pour se défendre. Parce qu'évidemment, on leur avait sciemment que l'État colonial était en parfaite contradiction avec la charte, et voire même avec la Constitution belge. Diangenda montrait alors désireux de se détacher de toute doctrine et de toute accointance auprès du gouverneur général Cornelis en vue d'obtenir la personnalité civile. Je le cite. « Le kimbanguisme se garde toute tendance à caractère politique incompatible avec le rôle exclusivement spirituel qu'il entend jouer au sein de l'humanité. » Fin de citation. Le 26 octobre 1959, du Sénat à Bruxelles, pour solliciter la reconnaissance de l'Église et l'abolition des mesures vexatoires et discriminatoires toujours actives à l'égard des kimbanguistes. Enfin, je dois aller vite malheureusement, donc le 24 décembre 1959, l'interdiction du mouvement est levée par un arrêté. Le mouvement est donc officiellement reconnu. Le kimbanguisme est resté violent. Sa non-violence n'est pas synonyme de renoncement à la foi religieuse. Elle ne signifie pas non plus que le discours prophétique soit resté, lui, indemne de toute menace de renversement. Dans des termes prophétiques et apocalyptiques, sur un mode attentiste bien plus qu'activiste, puisque lié au retour de Kimbangu, le thème fut néanmoins nodal et récurrent dans le discours kimbanguiste. Alors comment, pour conclure, puisqu'il faut que je parle trop longtemps, comment définir le mode qui caractérise le kimbanguisme à l'époque coloniale? Alors moi, j'ai recouru notamment à titre opératoire au concept de désobéissance civile. Alors, je m'explique. J'en ai pour 2 minutes. Voilà. Donc, je conclus. Parler donc de désobéissance civile, phénomène individuel ou strictement moral. C'est pas parler de désobéissance, c'est pas péjoratif. La notion de désobéissance, mais aussi la désobéissance proprement politique. Un acte qui, positivement en quelque sorte, de participer activement à la vie publique. Il me semble manifeste que les dénonciations à l'égard de l'expression d'une interprétation révolutionnaire de leurs actes, une interprétation que pouvaient, il est vrai, susciter les discours prophétiques. D'un autre côté, le recours aux tribunaux, l'application de peines, interprétation, réduisant ces actes à des comportements qu'interprétation étaient l'une et l'autre largement ignorantes des véritables intentions des acteurs. S'il ne semble pas parler de désobéissance civile pour mesurer que ces actes,
me paraissent exprimer la revendication qui ne refuse pas l'esprit, ne soustrait pas au contrat social, elle ne conteste pas le contrat social. Au contraire, c'est au nom du contrat social, c'est au nom de l'esprit de la loi qu'elle exerce sa revendication. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que sa revendication est légitime. Cette revendication, il faut bien le dire, elle n'était pas exorbitante. Elle se bornait à réclamer initialement la naissance en tant que, en somme, ce que Kimbangu et ceux qui se sont réclamés de lui opposaient à la loi, ce n'était pas une autre loi, mais c'était l'esprit de la loi. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le comportement des Kimbanguistes, il n'était pas illégal, au regard évidemment d'un système démocratique. Donc, mais il n'était pas évidemment au regard de la charte coloniale, c'est tout. Sinon, il était parfaitement légal. Au nom de la Déclaration des droits de l'homme, elle ne faisait pas à la loi. Hein. Les Kimbanguistes, ce sera mon dernier mot, ils n'ont une violence contre une autre violence. Là, parce que je vous remercie de votre patience. Oui, 3/4 d'heure. Non, ça va, c'est pas un problème. Non, ça va. Sert de résumé. Elle s'est résumée elle-même vers la fin en disant très bien que les Kimbanguistes n'ont pas pour mettre en expression leurs revendications qui étaient tout à fait légitimes. Bien d'ailleurs si c'était à Kinshasa maintenant parce qu'il se passe de ces procès pour apporter bien de l'eau à tout le monde. Voilà, c'est que nous avons terminé. La terminer, ça signifie aussi ajouter un peu l'exposé à des questions pour qu'après cela, elle soit libre. Passer aussi au deuxième aspect ou bien à la deuxième partie de la conférence. Les micros ouverts pour des questions. Je me présente au nom. Je suis un grand messager de Fungima. Je suis tellement flatté de votre exposition, quoi. Mais j'ai des petites questions à poser à Madame Anne Mélisse, c'est ça? Excusez-moi pour la prononciation. Pour vous, anthropologue, vous comme qui? Et ma deuxième question, l'interprétation de la parole de Fumu Kimbangu, Volosi, de dire que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de votre côté, en tant que blanche, vous les interprétez la parole là, de quelle façon et comment? Je me limite là pour l'instant. Oui, voilà, vous avez... Dans le deuxième volet, la première des choses, je tiens personnellement à féliciter Anne Mélisse, pour sa thèse de doctorat. Son intérêt sur la recherche a porté sur une thématique qui parle du kimbanguisme et de Papa Simon Kimbangu. Et en tout cas, elle a été très engagée, très déterminée. Étant donné, j'ai encore quelques souvenirs du parcours qu'elle a réalisé, certaines embûches qu'elle a connues, et sa détermination d'aller jusqu'au bout aujourd'hui, et le couronner de tout cet effort qu'elle a fait, personnellement, que j'aurais bien voulu la soutenance cette thèse le 17 mars. Pourquoi je n'étais pas là? Mais est-il que c'est aussi ce 17 mars qui est une grande date pour les Kimbanguistes. Quant à ma question, je suivis avec intérêt que vous venez de Papa Simon Kimbangu. Après tout ce qu'il a exercé le 6 avril 1921, il a été condamné à mort, une peine capitale qui sera commuée à l'emprisonnement à vie. Entre le moment où il a bénéficié de la mesure de grâce qui a été prononcée par le roi Albert Ier, jusqu'au jour où il est décédé, il y a eu plusieurs faits qui témoignent d'une sorte de tricherie de la part de ceux qui devaient respecter la loi, ceux qui ont dit la loi et qui devaient la faire respecter. C'était une parodie de procès. Bon, par la suite, l'emprisonnement à vie n'a pas du tout été... Depuis qu'il a quitté Mbanza-Ngungu, nous enregistrons faits de tentatives vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Il n'y avait même pas eu emprisonnement à vie, il y avait eu une série
des tentatives. Depuis l'Outende. À la première question. Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Voilà. Voilà. Donc la première question, de savoir ce que, en tant qu'anthropologue, qui est pour moi Kimbangu en tant qu'anthropologue, ben, évidemment, je ne peux pas poser d'acte de foi en tant que chercheuse, tout simplement. Donc tout le monde sait bien ici que je suis sympathisante kimbanguiste, que je ne suis pas kimbanguiste, je n'ai jamais menti. Mais je suis sympathisante. Mais je pense que même un kimbanguiste qui ferait une thèse ne pourrait pas dire que Simon Kimbangu est l'Esprit Saint. Dans sa thèse, hein, je dis bien dans sa thèse. Alors, de mon point de vue d'anthropologue, Simon Kimbangu, c'est un prophète. Je suppose que c'est par rapport à l'identification de Simon Kimbangu à l'Esprit Saint que vous me posez cette question aussi. Non, c'est comme ça, quoi. D'accord. Donc Parce qu'il avait déjà refusé le mot prophète. Oui, ben justement. Oui, c'est vrai que bon, apparemment il souhaitait se faire appeler Ntumwa, hein, donc le témoin. Plutôt que le prophète ou l'envoyé, hein, l'envoyé, soyons. Mais bon, du point de vue anthropologique, Simon Kimbangu est ce qu'on appelle un prophète, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui a une révélation et qui parle au nom de Dieu, quelqu'un qui est porteur de charisme, qui a des dons naturels de charisme, qui sont assez, qu'on explique, bon, si on prend les théories de Max Weber assez difficilement en termes qu'on explique en termes de dons naturels, mais qui aussi traduit l'apparition, le surgissement d'une personne dans un contexte de crise, et le contexte de crise favorisant le succès du prophète. Donc là, il y a toutes des théories sur le charisme du prophète. Donc, Simon Kimbangu, moi, de mon point de vue d'anthropologue, c'est un prophète. Le prophète a plusieurs caractéristiques. La plupart des prophètes ont plusieurs caractéristiques qu'a Simon Kimbangu. Il révèle, il crée une doctrine religieuse, il lutte contre le clergé en place, et en fait a pour objectif de renverser ce clergé et de prendre sa place. Hein, parce que tout prophétisme est amené à ce qu'on appelle se routiniser, c'est-à-dire s'institutionnaliser. Or, c'est ce qui s'est passé aussi avec l'église kimbanguiste. Le prophétisme est devenu une église prophétique, mais une église quand même. Donc, le charisme, c'est un peu routinisé, comme on dit. Mais donc, voilà, Kimbangu, en termes anthropologiques, on l'appelle le prophète, et d'autres anthropologues qui ont travaillé sur lui l'appellent un prophète. Mais j'ai travaillé dans ma thèse, j'ai tout un développement sur Kimbangu, l'Esprit Saint, où donc j'explique l'ensemble des croyances, ce que je suis obligée d'appeler, moi, des croyances, parce que je ne peux pas postuler, je peux pas poser un acte de foi, mais donc, où j'explique les croyances relatives à cette identification. Hein, les Kimbangu Fani, enfin, donc les apparitions de Kimbangu, et un certain nombre d'autres choses, des révélations, des prophéties, etc. Donc j'ai consacré toute une partie de ma thèse à ce thème-là, mais moi je ne peux pas postuler, pour répondre vraiment à votre question, je ne peux pas postuler que Kimbangu est l'Esprit Saint. Ça, c'est pas. Voilà. Deuxième. Alors, deuxième question, l'interprétation, les noirs deviendront blancs et les blancs deviendront noirs. Bon, je viens de vous rapporter l'interprétation, évidemment, que ce qui a été fait par les coloniaux et qui les a beaucoup inquiétés, évidemment. Moi, je pense que, d'après ce que les kimbanguistes me disent, je pense qu'il s'agissait d'une volonté de renversement qui était une volonté d'établissement. Les Congolais voulaient légitimement, et pas que les kimbanguistes d'ailleurs, légitimement devenir les chefs chez eux. Je veux dire, ça c'est absolument légitime. Je veux dire, une situation de domination n'est jamais normale, n'est jamais légitime en tout cas. Hein, donc, je pense que cette prophétie de Simon Kimbangu, elle traduit bien la problématique de l'époque, à savoir la domination coloniale. Donc moi, c'est comme ça que je l'interprète. Maintenant, là aussi, j'ai consacré beaucoup de pages à ma thèse, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations kimbanguistes. Et parfois, c'est vrai que j'ai observé que beaucoup disent c'est pour en arriver à une égalité entre
les Noirs et les Blancs, hein, donc simplement un rééquilibrage des choses. Et de temps en temps, on trouve certaines paroles où il y a une volonté de suprématie peut-être plus forte, où ce serait finalement le tour des Africains, enfin des Noirs, je vais parler en termes de reprendre le pouvoir qu'on leur a retiré, puisqu'ils étaient premiers, puisqu'ils étaient au Jardin d'Éden, Adam étant noir. Donc il y a cette volonté d'un retour à l'origine et d'un rétablissement de la primauté de l'homme noir sur l'homme blanc. Donc là, c'est vrai que c'est un discours qui peut paraître de l'extérieur à un blanc, mais moi je suis tellement dans l'église depuis longtemps que ça me choque pas du tout, mais ça peut paraître aussi une volonté de suprématie. Hein. Vu de l'extérieur, hein, je ne parle pas de moi, mais je sais que les kimbanguistes ne sont pas violents, ils ne sont pas animés par la violence, etc. Donc c'est pas du tout... ils ne vont pas prendre les armes demain et renverser les Blancs. Donc c'est symbolique, pour moi c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Alors André, la question d'André, écoute, c'est vrai que c'est un peu gênant parce que de ces tentatives d'assassinat, bon, moi j'ai évidemment été voir les archives, on n'en parle pas. Donc il n'y a pas de témoins, il n'y a même pas de Blancs, parce qu'il y avait aussi des Blancs qui étaient quand même... pas contre Kimbangu, hein. Il y a eu des gens favorables, même ceux qui lui ont passé des feuillets pour qu'il écrive en prison. Il y a des Blancs qui sont intervenus pour lui. Maintenant, ces tentatives d'assassinat, c'est des révélations et des prophéties. C'est des révélations, en fait. Hein. C'est chez vous que j'ai entendu parler de ces tentatives d'assassinat. La seule chose que j'ai observée, c'est dans le journal de Simon, que Simon Kimbangu a écrit en prison, donc, où il relate ses songes. Il est très obsédé par les piqûres, en fait. Les piqûres qu'on lui fait. Il a très, très peur, en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est que dans son journal, en effet, Simon Kimbangu parle de ça. Mais je ne me rappelle pas exactement des termes, puisque je n'ai pu que le lire quelques fois. Parle de cette peur de la piqûre. Donc voilà, la peur d'empoisonnement, je suppose, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, pour le reste, André... Il n'y a pas de traces dans les archives. Bon, normalement, il faut un minimum de preuves pour pouvoir dire qu'on est sûr qu'il y a eu des tentatives d'assassinat. C'est un peu... Et donc, je pense que dans l'Église, c'est par révélation, vous savez ça. Hein. Oui. Non, c'est pas par révélation. Peut-être, je dirais même... Non, on peut prendre même ce qu'elle vient de dire tout à l'heure, parce que les piqûres, je ne sais pas si c'était des piqûres parce qu'il était malade. Oui. Ou les bien, vaccins. Ou bien des piqûres parce qu'on les croyait malades, ou des piqûres parce qu'on les faisait malades. Oui, voilà. Mais ça, c'est tout ce que je peux dire. Oui, voilà, c'est tout ce qu'elle peut dire. Donc là, elle ne peut absolument pas dire grand-chose. C'est-à-dire que moi, je fais allusion aux éléments objectifs qu'on peut encore relever. Oui, ça c'est sûr. Qu'on peut encore relever à ces jours. Et parmi ces éléments objectifs, nous avons notamment des témoignages. Parce que moi, je dirais que pour... l'histoire du kimbanguisme a une particularité, c'est que si je vais dans les termes de Benoît Verhagen, je qualifierais et je qualifie l'histoire du kimbanguisme comme étant une histoire immédiate, c'est-à-dire que c'est une histoire qui n'a pas nécessairement besoin de qui. Oui, les témoins directs ont existé et existent encore. Ouais. Et nous ne sommes pas de la génération de Papa Simon Kimbangu, mais nous avons côtoyé et on a été encadrés par les contemporains de Papa Simon Kimbangu. Nous les avons vus, nous avons recueilli leurs témoignages. Notamment, nous avons parmi, dans les familles des relégués, des personnes qui témoignent encore de tous les faits qu'ils ont vécus, des sévices dont ils étaient victimes. Quand vous allez dans les recherches... Oui. Peut-être pour vous compléter, peut-être pour mettre un point sur ça. Ce qu'elle a présenté, cherche dans les archives. Hein, n'est-ce pas? Alors il faut qu'on se limite dans ces cadres-là. Tout ce que vous dites est vrai. Nous savons ça aussi. Mais ça n'entre pas dans les cadres de ce qu'elle a présenté. Elle n'a pas présenté les résultats des recherches dans les archives. Il ne s'agit pas d'une relecture, de présentation des archives, non.
Alors, il y a eu des recherches. non, attends un peu. Donc, S'il vous plaît, il nous a remercié parce qu'elle nous a dit, les Kimbanguistes, nous avons beaucoup apporté dans la recherche. Ce que nous avons apporté, ce n'est pas ce qui vient des archives. Les archives, c'est la lecture dans les salles. Ouais. c'est tout ce qui est dans les écrits. C'est ça qui Ouais. fait l'archive. Là, parler des papas, Donc, j'aurais souhaité que moi, je me fasse comprendre. C'est-à-dire que... ça, ce sont des choses que vous pouvez discuter après. Oui, mais tu sais, Vas-y, vous me les prenez. je dis deux mots juste. J'en ai parlé, mais je n'ai pas le témoignage direct de témoins directs. C'est-à-dire j'ai des témoignages de gens qui racontent avoir des témoignages. Voilà, Donc, moi, tant que je n'ai pas un témoignage direct, maintenant je le rapporte quand même, mais je dis je n'ai pas le témoignage direct. C'est on raconte que, parfois on ne sait même pas me donner de nom, on ne sait pas me donner des noms des témoins directs, donc les dates et tout ça, donc c'est très difficile. Donc peu importe, donc, moi je présente ça quand même. Et ça fait partie de ce que j'appelle l'historiographie kimbanguiste, que je mets à égalité avec l'historiographie coloniale. Voilà. J'étais satisfait Voilà. de votre réponse. Seulement, je précisais que Voilà. il ne s'agit pas de révélation. Mais je pourrais faire tout un exposé. Il y a des éléments objectifs qui Oh, existent. oh. Mais votre Non, ça réponse, va. disons que ça n'existe Voilà. pas dans les traces, Voilà. j'étais satisfait par la réponse. Voilà. Moi, j'ai complété tout simplement que il ne s'agit pas des révélations. Il y a Voilà. des traces matérielles qui sont dans la prison de Lubumbashi. Là, le puits où il était chaque fois plongé est encore régis aujourd'hui. Et Voilà. les traces, Oui, oui. et la trace de l'eau salée, qui a tellement été Oui. mis dans ce puits-là, a laissé une trace qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Tout à malgré fait. les intempéries. Donc, Oui, moi, oui, je oui. proposerais, Mais madame... j'en ai parlé, tout ça j'en parle dans ma thèse. Hein. Ouais. Mais je disais, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais pu aussi faire aujourd'hui un exposé avec l'historiographie kimbanguiste. Et là, j'ai fait plus un exposé avec une série de documents, archives, finalement, des choses auxquelles vous n'avez pas toujours de contact. Donc je me disais, c'était intéressant pour vous de voir l'autre côté de la face. Maintenant, l'historiographie kimbanguiste, vous la connaissez souvent bien mieux que moi. Donc je ne voyais pas tellement l'intérêt, mais je peux venir parler de ça aussi. Voilà, on va passer à l'autre question. Et d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, que ça serait aussi mieux si les gens puissent aient la copie de la thèse après, quand elle sera publiée. Comme ça, peut-être, il y aura beaucoup de questions qui seront un peu éclaircies et les gens pourront être un peu plus à l'aise lorsqu'ils vont lire et comprendre peut-être ce que vous avez laissé à côté, etc. etc. Hein, parce qu'ici, on discute un peu d'ailleurs, parce que ça risque de prendre beaucoup de temps. Bon, oui. Madame, je ne sais pas si mademoiselle, madame. Mais, madame, oui, voilà. Bon, excusez-moi, je ne peux pas poser une question pour une minute parce que je suis intéressé. Parce que moi, je ne suis pas kimbanguiste, mais je suivi des gens de kimbanguiste. J'avais un papa à côté de moi qui était kimbanguiste. Ce que vous venez de dire, ça fait 80% de ce que ce papa m'a raconté. Mais il m'avait dit une chose que vous m'avez cachée ici aujourd'hui encore. Mais je sais quand j'aurai cette réponse-là. Il m'avait dit, tout ce que vous avez dit, j'ai dit 90%, j'ai déjà écouté ça, ça fait déjà 30 ans. Mais voilà, il m'avait dit qu'Imbangu, quand il était arrêté, il avait écrit une lettre qui reste chez les Belges. Il y a un grand secret que nous devons connaître dans cette lettre, que vous avez jeté un coup d'œil, que vous ne voulez pas nous révéler. Alors quand est-ce que nous, les gens de Kimbangu, nous aurons droit à lire ce qu'Imbangu nous a écrit? Parce que vraiment, il y a un secret là, que les Kimbangu eux-mêmes ne connaissent pas. C'est les Belges seulement qui les connaissent, mais c'est notre histoire. Nous en avons besoin. ok, merci. Merci. Bon, merci. Les gens m'appellent Daldon. Je viens de l'Allemagne. Je voulais seulement demander une question à Madame Mélisse concernant l'écriture. Madame, je suis très curieux de savoir quel rapport y a-t-il entre l'alphabet inventé en 1940 et l'alphabet actuel, Mandombe, inventé par Papa Wabeladio actuel. Comment se nomme cet alphabet et combien de temps ça peut tenir? Merci. Moi, on me nomme M. Kaïta. Trois questions je vais vous poser. La première est, qu'est-ce que pouvez-vous en dire sur les messages profonds de Simo Kimbangu au niveau international? Alors, ma deuxième question. Vous savez, le gouvernement belge, notamment aussi le roi de Belgique, il a beaucoup d'archives, aussi beaucoup de preuves concernant
Simon Kimbangu. Je ne vais pas dire que Simon Kimbangu est un prophète parce que aussi longtemps qu'on ne comprendra pas son message au sens profondeur, on ne pourra pas déterminer sa personnalité. C'est à partir de sa personnalité qu'on peut déterminer qui est Simon Kimbangu. Alors, pour comprendre son message et comprendre sa personnalité, les archives ont été cachées, notamment dans le royaume de Belgique, que le roi des Belges, Albert II, a tous les archives concernant cela. Qu'est-ce que pouvez-vous en dire de cela? Quand les archives pourront sortir? Je pense bien que la troisième question ne sera pas encore nécessaire de le demander, mais je vais en rester là. Merci beaucoup. Qui se recoupe avec les archives. Bon, les archives, il y a un accès aux archives, je l'ai quand même déjà dit. Bon, je n'ai pas dit que tout est ouvert, donc il y a des archives qui ne sont pas ouvertes. Par exemple, le procès de Simon Kimbangu n'est toujours pas ouvert. Il y a des archives ouvertes au ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle le département des archives africaines. Il y a plein de dossiers. Moi, j'ai même pas encore eu le temps de tout lire, tellement il y a des dossiers. On trouve même des lettres que Kimbangu écrivait à Papa Diengenda, Papa Kisolokele. Donc voilà, bon, il y a ce qu'on voit, peut-être, il y a peut-être ce qu'on voit pas. Moi, je ne sais pas, je suppose qu'il y a peut-être, en effet, le procès, alors qu'il date de 1921, les archives devraient être ouvertes. Il y a une prescription dessus, donc c'est pas tout à fait normal. Il faudrait s'en étonner. Donc voilà, moi je ne suis pas. Moi j'ai vu les archives que j'ai pu voir. Je sais qu'il y en a beaucoup, et je vous inciterai parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de kimbanguistes ici en Belgique qui vont voir les archives. Moi, je vous inciterai quand même à faire votre travail de votre côté, parce que moi, quand je lis des archives, je lis comme en tant que, blanche, belge, etc. En tant que sympathisante kimbanguiste, mais peut-être pas en tant que kimbanguiste convaincu. Et je pense que ce serait intéressant que vous fassiez votre lecture des archives. Parce que peut-être que moi, quand je sélectionne des choses dans les archives, je sélectionne pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Alors, pour vous, quoi. Maintenant, vraiment, elles sont ouvertes. Et je voudrais... moi, je trouve que ce serait bien qu'un petit groupe comme ça se décide. Et vous y avez accès, hein. C'est tout à fait légal. Il suffit de faire une demande, hein. Il n'y a aucun problème. Donc déjà, les archives, il y en a en partie qui sont accessibles. Ce qu'a écrit Simon Kimbangu, dans les archives, j'ai rien trouvé. Il y a le journal que possède mon ancien patron de thèse, qui n'était plus mon patron de thèse à la fin. Donc voilà, moi je ne suis pas en possession de ce journal, donc ça ne dépend que de lui. On en a déjà beaucoup parlé avec Papa Oisy, avec Papa Jean-Pierre. C'est un débat qu'on ne va pas entamer ici. D'autres paroles de Kimbangu, dans les archives, j'en ai pas trouvé, hein. Donc ça, c'est un problème. De nouveau, moi, je ne sais pas ce qui est caché, je ne sais pas où ça se trouve, hein. Je ne suis pas dans les secrets du royaume de Belgique, donc je ne peux pas vous en dire plus. Alors, entre l'écriture Douma et l'écriture Douma et l'écriture Mandombe ou négro-africaine, non, il n'y a pas de rapport, ça n'a rien à voir. L'écriture Douma, c'est vraiment une écriture, comme une écriture de la résistance, comme il y a fait une écriture codifiée, hein, pour résister, pour se passer des messages, etc. Tandis que l'écriture négro-africaine est une écriture inspirée, donc c'est très, très différent. Qui est tout un système d'écriture, tandis que Douma, c'est pas vraiment une écriture, c'est un alphabet en plus, voilà. Donc, je vais peut-être pas m'étendre. Alors, le caractère international du message de Simon Kimbangu. Donc, vous voulez parler de... C'est vague, en fait, la question. Ah oui, voilà, ce que je constate, c'est que l'église kimbanguiste est une église universelle, hein, donc une église qui est destinée un jour à s'étendre à l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est un des objectifs de cette église. Donc, c'est une église qui n'est pas repliée sur elle-même, mais qui est ouverte à l'extérieur. Donc, il y a une dimension internationale, sans compter que, comme elle a réellement une présence internationale dans la diaspora, elle est en plus présente sur la scène mondiale, quoi. Voilà, je ne sais pas vraiment, en fait, c'était plus précis, j'aurais pu répondre plus précisément, mais... C'est bon, là? Oui. Ouais. Il y a des questions. À droite, ils sont délaissés. Oui. Donc, on va terminer avec les doigts qui sont levés là-bas. Donc, 1 minute pour chacun. Et comme ça, le message que Papa Simon Kimbangu a laissé. Et ils peuvent le commenter en détail, en profondeur, et avec tous les éléments nécessaires dont vous avez besoin. Il y en a ce plein ici, donc ça ne poserait pas un problème. De connaître un peu le message
international. Même sur la lettre que... Non, c'était sur le message là, la question de l'autre. Ce n'est pas votre question. Votre question, elle a indirectement répondu qu'elle n'a pas le secret de tous les archives de la Belgique. Bon, ça c'est une question à poser aux kimbanguistes. Alors, nous passons ensuite. Merci pour la parole. Je me présente, M. Daniel Santou. Je suis du Conseil universel pour la paix, une organisation non gouvernementale pour l'UNESCO. Donc voilà ma question. D'après vos recherches, est-ce que vous pourriez nous dire si vraiment la vision de Papa Simon Kimbangu a servi pour l'humanité? Je serai bref. Je voudrais vraiment que vous puissiez me donner votre aperçu là-dedans. OK? Merci. Voilà, Flore Dibé. Donc, je suis d'origine congolaise et du Bas-Congo en particulier. J'aimerais juste savoir si son combat se limitait juste à dire, mais voilà, un jour, les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs. De Papa Simon Kimbangu. D'accord? Et une deuxième question, qu'est-ce qu'ils ont fait de sa dépouille mortelle? Il est mort à Lubumbashi, donc loin de sa terre natale. Alors, est-ce que ce sont les autorités coloniales de l'époque, donc, qui se sont occupées du rapatriement de sa dépouille mortelle en sa terre natale, ou alors il a juste été abandonné donc, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé, quoi. Une troisième question. Est-ce qu'il existe un livre propre au kimbanguisme, comme les catholiques ont la Bible, les musulmans ont le Coran, et voilà. Merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais savoir. Monsieur Fimpa, donc ma question est un peu spirituelle et politique. Vu que le message de Kimbangu au départ était spirituel, mais ça avait une portée politique. Mais j'ai constaté j'ai pu remarquer que après le lancement du mouvement kimbanguisme, il y a eu un mouvement politique, donc Alliance de Bas-Congo. Mais curieusement, je remarquais que le fondateur d'Abaco, il n'y avait pas de kimbanguiste. Est-ce qu'il n'y avait pas, selon ma perception, une manipulation du pouvoir colonisateur pour essayer de contrer la pensée politique de Kimbangu? Voilà, question. Pour la majorité, tu as comme on a Jean-Baptiste Malonda, on a posé question sur la modification et le maman Lubaki. Selon Baïtid Naé, Albaï qui passe qui la homme de chambre, je peux dire. Avec un domestique, un boy. Non, Azaboïté. À ça, 4 ans d'études primaires. Donc, à l'époque, ils avaient 4 ans. Ils n'avaient jamais boy na vie. Modification de Boussenseli. Modification mi balé na celle mais interprétation na biso on est ça là qui tam surtout comprendre te Papa Simon Kimbangu qui na message moko spirituel purement spirituel qui mutu akoma mutu mwindo akoma mundele akoma mutu mwindo ils a contenu à makambako qu'on a biso basalaka Adam na Ève bazala baindo baonde ba bebisaka mais na 4e génération après 4e donc pendant 4 générations bah vous allez maudit. Et puis après, bah, vous avez bénédiction. Mais mon Dieu, là, vous comprenez qu'il y a un donc, maman lobby, ils allaient qui, tant que pour la colombe, qui, tout ça. C'est vrai, bah, interprétation, tant que nous avons même mine, ils spirituel. Parce que les autres, ils ont dominé. Donc, bref, il y a un moins éclaircissement à la PCI, on m'a expliqué. La Bible, il y a pour vie, tout ça, biso se battre. Il y a un moyen de comprendre. Merci. En fait, j'ai parlé de l'interprétation de la prophétie les blancs deviendront noirs et les noirs deviendront blancs à l'époque coloniale et du point de vue évidemment des coloniaux, comment ils l'ont interprété. J'ai travaillé aussi énormément évidemment sur l'interprétation qui en a été faite depuis lors au sein de l'Église, hein, donc, et plus spécifiquement au sein il y a toute une théorie afrocentrique dans l'Église sur depuis notamment la demande pour le pardon d'Adam et Ève, etc. Mais ça, c'était pas l'objet en fait de mon comment dire. C'est difficile d'être exhaustif en 3 quarts d'heure. J'ai une thèse qui fait 700 pages en caractère 11, donc qui en fait 1000 en fait,
et j'ai déjà dû réduire presque de moitié. Donc voilà, vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas les dire aujourd'hui, quoi. Il y a vraiment, en effet, cette prophétie a été l'objet d'énormément d'interprétations par la suite et jusqu'à ce jour, voire d'interprétations de la part même de Papa Diankenda et même de Papa Simon Kimbangu actuellement. Alors, demander si la vision de Papa Simon Kimbangu a servi pour l'humanité, là, de nouveau, de quel point de vue est-ce que je dois me placer? Parce que, est-ce que je me place donc du point de vue des Kimbanguistes, ou est-ce que je me place du point de vue de l'anthropologue, enfin, ou du scientifique? Évidemment que, du point de vue kimbanguiste, le travail de Papa Simon Kimbangu, ses visions, ses révélations, comme elles sont destinées au bien-être de l'humanité, hein, à savoir l'instauration du royaume de Dieu sur terre, etc., et ce qu'on appelle une paix mondiale, hein, la paix Nkamba signifiant d'ailleurs la paix. Enfin là, de nouveau, je pourrais parler de ça pendant une heure. Oui, évidemment que là, de ce point de vue-là, le Kimbangu et le kimbanguisme se veulent au service de l'humanité. L'église kimbanguiste, je le répète, est une église universelle. Voilà. Alors, par ailleurs, du point de vue de l'anthropologue, je ne peux rien dire de spécifique. Alors, la dépouille de Simon Kimbangu, elle a été inhumée à Elisabethville au moment de sa mort, évidemment. Et on a exhumé le corps en 1960. Enfin, c'est Papa Diankenda, donc, qui était le fils de Simon Kimbangu, le fils cadet de Simon Kimbangu, qui était devenu chef depuis 1958, qui a ramené le corps de Papa Simon Kimbangu et qui l'a inhumé à Nkamba, dans le mausolée, donc le Nkela Luanu, qui est vraiment le lieu le plus saint des kimbanguistes, qui est le saint des saints, comme on l'appelle, puisque pour les kimbanguistes, c'est le lieu où se trouve le corps de l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment le lieu le plus sacré de Nkamba. Et c'est un peu le nombril du monde, quoi, finalement, dans l'esprit kimbanguiste. Alors, les livres. Alors, il y a un livre, évidemment. Enfin, il y a des livres. D'abord, je mets d'un côté les livres kimbanguistes, d'un côté les livres scientifiques. Des livres scientifiques, il y en a eu quelques-uns. Mais je suppose que vous posez la question de savoir s'il y a des livres écrits par des kimbanguistes, hein, c'est ça? Oui, donc il y a le fameux livre de Papa Diankenda qui est écrit en 1984, qu'on surnomme le livre vert, parce que la couverture est verte. C'est l'histoire du kimbanguisme. Bon, je crois qu'il y a encore moyen de se le procurer. Il y a un livre... Bon, en fait, il y a un éditeur à Paris qui s'appelle Robert Oisy. C'est les éditions Entraide kimbanguiste, qui publie plein de bouquins, en fait, écrits par des kimbanguistes. Donc là, ça se trouve sur Internet, il suffit de taper Oisy, Entraide kimbanguiste, édition au pluriel EKI, E-K-I, édition kimbanguiste, Entraide kimbanguiste. Et alors, évidemment, il y a plein de bons livres, et moi je les ai à peu près tous. Il y en a un qui a un peu fasciné à un moment donné, c'est le livre de Banzuzi, qui s'appelle Le Kimbanguisme, qui a été édité là, c'est chez Jouve, hein, donc c'est pas aux éditions kimbanguistes, c'est chez Jouve, en 2002, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien 2002. Hein. Et lui, en fait, il est vraiment écrit comme une Bible. C'est pour ça que je reviens un peu à votre première question. Il est vraiment écrit comme une Bible, il est fait en chapitres, et comment verser, alors il met des chiffres. Maintenant, ce n'est pas officiellement la Bible kimbanguiste, mais c'est un livre qui est fort reconnu dans l'Église, hein, je ne me trompe pas quand même, hein, qui est quand même fort reconnu comme quelque chose d'assez officiel, en fait. Mais bon, le plus officiel jusque-là, c'est quand même le livre de Papa Diankenda, évidemment, de Joseph Diankenda. Voilà, alors, l'Abaco. L'Abaco, c'était pas une volonté... Bon, c'est vrai qu'il faut quand même reconnaître qu'au sein de l'Abaco, il y avait un certain nombre de catholiques, enfin de gens qui étaient formés chez les catholiques, hein, bien qu'ils s'opposaient aussi au manifeste Conscience africaine. Conscience africaine était quand même beaucoup plus catholique que l'Abaco. Kasavubu était catholique, donc bon, c'est sûr que les catholiques n'aimaient pas les kimbanguistes. Alors, entre Kasavubu et les kimbanguistes, bon, on sait qu'il y a eu des liens structurels, non, justement, qu'il y a eu des liens personnels entre des membres de l'Abaco et des membres du kimbanguisme, des kimbanguistes.
Mais des liens structurels, il y a eu moins. Alors on sait, bon moi ça j'ai trouvé dans les écrits, Kasavubu, lui, à un moment donné, il était embarrassé parce qu'il avait des problèmes pour faire reconnaître son parti politique. Donc il a à un moment donné qualifié le kimbanguisme de tache noire qui a noirci le Bas-Congo. Donc vous voyez, hein, c'était pas ils n'étaient pas en très bons termes. Mais puis après, il va revenir sur ses propos, il va même reprocher aux catholiques d'avoir trop persécuté les kimbanguistes. Donc Kasavubu, il y a eu des rapports un peu compliqués. Alors, les rapports entre Kasavubu et des gens comme Etienne Ngenda, hein, qui avait repris le flambeau à l'époque, bah, ils étaient très peu existants, enfin relativement peu existants, sauf que après les émeutes du 4 janvier 59, Kasavubu a quand même été caché quelques jours chez Papa Diengenda, donc ce qui n'est peut-être pas rien non plus. Mais donc voilà, il n'y a pas de lien structurel entre la BACO et le kimbanguisme. Je ne pense pas que les coloniaux n'aimaient quand même pas beaucoup la BACO, donc je ne pense pas que les coloniaux ont fait de la BACO un instrument contre le kimbanguisme. Non, je pense que la BACO est la forme politique, est une forme politique, et que le kimbanguisme est devenu à ce moment-là une forme religieuse, donc ça devenait relativement incompatible. Et donc, Diengenda avait intérêt à se dire apolitique, donc à se détacher de la BACO, parce qu'ils avaient été réprimés parce qu'on les disait politiques, justement, et de son côté, Kasavubu, pour se faire reconnaître aussi à sa façon, il était un peu embarrassé d'être associé aux kimbanguistes. Maintenant, il a quand même eu beaucoup de voix aux élections grâce aux kimbanguistes, hein, ça il faut quand même pas... parce que c'était quand même beaucoup de Bakongo, hein, donc il y a beaucoup de kimbanguistes qui ont voté pour la BACO à l'époque. Et Kiso Lokele a été membre de la BACO tout un temps quand même. Donc l'autre fils de Kimbangu, le fils aîné de Kimbangu, Charles Kiso Lokele, a quand même été membre et député même, ministre. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions. Si. Voilà. Voilà, je crois qu'on ne saura pas continuer. Je regrette que les autres n'aient pas eu de... Ce que j'aimerais d'abord dire, c'est remercier Madame. C'est moi qui vous remercie. C'était très, très merveilleux. Bien sûr que l'état était très court. Je vois, il y a encore d'autres. Si j'autorise encore, il y en aura d'autres. Donc... c'est pas grave, de toutes les façons, les questions peuvent être reportées à la deuxième partie. Ça va ensemble. Surtout toutes ces questions qui ont trait aux problèmes spirituels, eh bien là, elles seront très très bien traitées, parce que Madame a présenté plutôt un point de vue scientifique, hein, mais vous aviez cherché à lui arracher le verre de la bouche du point de vue spirituel. Ça, elle ne peut pas le faire, et elle s'est bien défendue aussi de ne pas pouvoir le faire, c'est tout à fait normal. Pour Madame qui a posé la question sur le livre kimbanguiste, vous aviez parlé du Coran, de ceci et de cela. Eh bien, Madame vous a donné d'abord le point de vue scientifique, c'est-à-dire des gens qui écrivent sur les kimbanguismes. Il y a le tout premier, en fait, le plus grand, c'est les livres verts. Mais en fait, il faut chercher maintenant un livre spirituel. Je crois que c'était la question. Là, j'aurais demandé plutôt à Papa Hébré et à tout le monde qui a organisé ici, parce qu'ils ont quelques fascicules là-bas, où ils ont essayé de prendre la prophétie de Papa Simon Kimbangu en 1921. C'est traduit en français. Et là, vous pouvez avoir, je crois, vous aurez là-dedans la réponse exacte à votre question. Il a parlé du livre qui sera donné à un moment donné. Et là, vous aurez votre réponse. Et ça sera le livre, disons, ça sera le livre, en fait, de la religion kimbanguiste, de la race noire. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pourquoi je parle de la religion kimbanguiste. Voilà. Bon, pour les autres, je crois que je veux vous rapporter, en fait, à la deuxième partie de notre conférence. Madame, en tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Je demande plutôt à Madame vraiment de préparer un très grand nombre d'exemplaires. Oui. Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient... Il faut d'abord que je la publie. Je viens à peine de la soutenir. Mais de toutes les façons, ça sera publié. Et alors, avec ça, donc, nous essayons de passer à la deuxième partie. Mais pour introduire cette deuxième partie, on a prévu un petit extrait qui sera projeté là-bas. Une façon un peu d'introduire le contenu de la deuxième partie.
On veut parler de Kimbangu en tant que source de la sagesse et de la connaissance. En parlant des sources de sagesse et connaissance, eh bien, c'est en même temps source de prophétie. Et c'est pourquoi sur le flyer, on a plutôt parlé de prophétie que Kimbangu a faite, mais également, on va montrer également dans la deuxième partie de cette conférence comment Kimbangu est vraiment la source des connaissances et des sagesses pour l'humanité. C'est pourquoi toutes ces questions, elles peuvent très bien être répondues à la deuxième partie. Voilà, pour ne pas perdre le temps, voyons d'abord ça. C'était une conférence qu'on avait faite, je crois, le 8 juillet 2009. C'était à Cologne. Et malheureusement, j'étais là. Et il y avait Papa Paula qui était là aussi. Et je crois que c'est Papa Paula qui est en train d'exposer. Et il va parler, en fait, d'un sujet aussi aujourd'hui. Et c'était pour annoncer tout simplement que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des choses qui ont été prévues bien dans le temps. Et nous devons comprendre que beaucoup de choses qui se passent sur la Terre, ce sont des choses qui sont prévues. Et c'est pourquoi Kimbangu, pour ne pas répondre du point de vue scientifique, moi je répondrai du point de vue spirituel. Ce n'est pas un prophète, c'est plutôt autre chose, c'est un esprit saint. Molu Momo Santo, comme nous préférons le dire. Et c'est un aspect que sera exposé là-bas et Papa Paula va encore l'étendre ici en profondeur. Avant de l'introduire, donc, suivons ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et puis 66. Il y a des éliminés. Vous voyez, il y a tout qui est en gagne. C'est-à-dire qu'à partir du 21 décembre 2012, sur le plan spirituel, mon pays est dirigé par Moutou. Voilà. Donc, déjà, dans le 8 juillet 2009, le 18 juillet, excusez, le 18 juillet 2009, tout ça qui conférence dans Cologne, puis Papa Paula a démontré à partir d'un certain nombre d'éléments, qui date à le 21 décembre 2012 et qu'il s'est passé quelque chose, visible ou invisible. Mais en tout cas, il y a c'est basé, je crois, du point de vue invisible, pour qu'on la kisabiso qui cause à la fin, il y a un système à biloko moko boye. À préciser en moko. Et on voit aussi dans la télévision un peu partout, on parle de 21 décembre 2012. Dans Stuttgart, on avait parlé aussi de ces éléments, calendrier Maya, biloko belé belé. Ils donnent la même date. Mais les contenus, tokopé sango sikoyo, batubazolo ba fait du monde, tout ça, mais Papa Paula déjà il a dit plutôt la fin des systèmes de choses. Alors, qui est Papa Paula? Nakanisi batubele ba yebiye. Bon, bazali ba kimbangiste était, ne ba yebiye peut-être était. Papa Paula ngana benga kaye azali porte-parole, na benga kaye porte-parole. Donc, naba ye alingi apesa biso exposé na ye. Je crois à kosala ngo na tableau ana pe à expliquer bamo nini ezali kobimela kuna sujet ezali sur les prophéties mais à kobanda en fait ko démontrer Kimbangu source de la sagesse et de la connaissance de l'humanité ou encore universelle. Et c'est pourquoi question ebele ezali ko se poser wana na kuna makambo ya apport ya kimbangisme sur l'humanité ou bien l'apport du kimbangisme du point de vue international. Nakanisi Papa Paula Komeka Kosalango, et on aura un peu plus de temps encore pour la discussion pour éclaircir un certain nombre de choses. Bon, merci. Papa Paula, vous avez la parole. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Kimbangiste oye. Merci beaucoup. Eza Sengo,
mpona koyoka ke Kimbangu azali espoir du monde etikale moke po eke mokili mobimba moyeba ke ya solo Kimbangu azali espoir ya monde. Lelo tozali na mokolo ya le 9 avril 2011 toye kolobela likambo ya Kimbangu na kati ya salle oyo, et puis numéro pe ya salle ezali 47. C'est-à-dire que makambo oyo tokoloba yango nde ekopermettre que papa Simon Kimbangu ayeba kodétruire la force du mal. Na komeka kobandaka nde na date ka oyo tozala lelo le 9 juillet 2011. Ce qui tozwi 9 plus 4 plus 2 plus 11 et plus 26. 26 ezali valeur numérique ya mal. C'est-à-dire que makambo tozolo belalelo ezande pour que Kimbangu ayeba ko détruire force wana ya mal. Bon, na sepeli mingi na madame Anne Melis malgré que azate ye azane instrument batini pour que ayeba koloba likambo muke azoko accomplir devoir ndenge kaka apôtre Luc a comment dans Luc chapitre 1 verset 1 que alors que après avoir fait de recherches personnelles ye asali ba recherche en tant que moto mais na oyo etali domaine spirituel et sengeli Kimbangu yemoko alaxa yango nyonso ba secret na ou bien na makambo etali identité ya Kimbangu peut-être motunde il fallait alobango ezalinde famille ya roi likambo ande yangonde ekangi makambo ebele famille ya roi il fallait bapesa bango moko identité ya papa Simon Kimbangu et puis place na ye na kati ya Trinité Sainte. Mais likambo esengelaki asalango na date oyo akendeki na Congo le 30 juin 2010 pour aloba publiquement que Kimbangu azali le Saint-Esprit. Soki asali yango te ekotinda nini effondrement ya royaume ya Belgique. Nakanisi ke soki temps ezali tokomeka kokota en profondeur ya makambo wana. Bon, lelo topesi comme titre Kimbangu, profondeur de la science et de la sagesse finie. Eza thème ya monene seulement que tolobi tolobango donc ekozwa ba tome et des tomes ya ba livre mais oyo nde tomera nde kopesa nde kamwa ba résumé muke soki tolobi que vraiment que savoir na science ezali epa ya ye Kimbangu à partir ya mosala oyo ya salaka donc salaki vraiment ba démonstration scientifique oyo que même ba scientifique ya monde moyen ba basalango ezate namira que par exemple oyo azwaki amande ya kopola a comme sango ya kitoko c'est dire que na pomona déjà la sege mbaduke source bien secret ya transmutation ezali epai na ye wanande à côté que tout le na domaine ya chimie bazuye batie na tono batie libanga babwaki ye na mai bamoko abimi ako yewana azoko tambola c'est donc ayaki ko démontrer principe ya Archimède oyo bato ya physique baloba ke tout corps plongé dans l'eau donc yangwande ayaki nde kolakisa bakangi ye batie na prison na Lumbashi mais na tongo bazomona Kimbangu ye wana azoko tambola likolo ya fleuve. Alors, c'est que Dieu a la capacité d'annuler la force de pesanteur. C'est-à-dire que, et pas Kimbangu, na nouvelle science naye, a capable, il y a que ça la makambo oyo, il y a que les cas oyo to zo mona. Yangonde ayaki kolobake biso bat mundu tozali na 3 cas na biso ya connaissance. Alors nakomeka kokota sikonde na ba détail pona kotalisa makambo ya papa Simon Kimbangu. Nakanisi ba oyo bazwa moyen ya ko landa ngainde na
volume 20 ou bien 23 ya MC Bazoba bayebi ndenge nini to procéder mpona kosala bacalcul yango toutizaka ande deux instruments ezali alphabet na banombre mpona koluka bavaleur numérique yango ezalaka ndenge nini tozwaka nde tozwaka nde nini balettre ya alphabet toyebi ke ezali 26 lettres mais mpona kolanda inspiration ya papa Simon Kimbangu alobi ke esengeli to utiliser 25 lettres. Pourquoi il faut qu'on utilise 25 lettres? Ezali nde mpona korépondre na principe ya écriture mandombe oyo a inspira epai ya papa wa Beladio ezali composé na des nombres eza na 5 puis na 2 et puis raison mosusu toyebi ke tozali na 10 nombres soki tokomi alphabet kobanda na A ti na Z seconde tobandi seconde ko tangango na nde moko décroissant tobandi na 9 donc ezali Z Y eza 8 X eza 7 W ezali 6 V ezali 5 U ezali 4 T ezali 3 S 2 R 1 tango tokomi na Q epesi 0 celui que soki tozwi qui fois 0 donc esanile yango wana nde esengeli toutilize nini alphabet ya 25 lettres et puis na kati ya banombre oyo tozala yango ya 10 nombre soki tokei na principe ya Kimbangu ntango batunaki papa wa Beladio apesa le nom scientifique ya nzambe oyo a inspiré ye écriture yango alobi ke loba na bango ke nazali le dieu de nombre pair et impair le maître de pays en profondeur tokolongola sekonde banombre nyonso oyo ezali impair ekopesa biso 25 omoni ke yango nde esengeli kaka nde toutilize alphabet ya 25 lettres soki tozwi banombre oyo ezali impair tomultiplie yango moins banombre oyo ezali pair tokozwa divisé par Pierre donc 87 tokozwa 6,4 epesi biso mokolo na mwa oyo Kimbangu abanda mosala na ye. Pourquoi na se awa tosali division na Pierre avec S? Parce que depuis Nzambe a inspira makambu komanda na ba Adam ti ba prophète nyonso wana soki balingi kosambela Nzambe bazalaki nini kokosala nini kotonga ba hôtel wango wana ezalaki construit par de pierre yango wana nde na se awa nde toutilize pierre mpona kolakisa mokolo oyo Kimbangu abanda mosala le 6 avril tokei sikoyo tozwi banombre oyo tozalaka nango tozwi oyo ezali impair 1 3 5 7 9 tosali décomposition nango epesi biso 95 moins 70 oyo décomposition ya le nombre pair tozwa toujours 25 bon kobanda le 6 avril ti mokolo bakangaka papa Simon Kimbangu asalaka 160 jours en tant qu'homme libre mpona kosala mosala na ye soki tozwi 160 divisé par 25 epesi biso 6,4 c'est-à-dire que 6 avril par contre soki toutilize alphabet ya 26 lettres tozwi par exemple 160 divisé par 26 et epesi biso 6,1 alors que Kimbangu abanda mosala na ye na le 6 avril donc yango nde esengeli nde toutilize alphabet ya 25 lettres tozwi sikoyo banombre oyo ezali pair na kati ya di nombre wana 2 4 6 8 moins valeur numérique ya Jehova plus noir ekopesa biso le 4 premier nombre oyo esali superficie ya mboka wana c'est-à-dire que soki tobasi na suka ba 0 misatu toza na 2 345 000 km². Bon, soki tozwi sikoyo valeur numérique ya Pierre 87 moins 25 oyo ya ba lettre wana epesi biso 62 oyo ezali nde valeur numérique ya Congo esika
source ya makambo nyonso nde ezali mais kasi soki tozwi Congo eza na valeur numérique ya 62 Israël mpe ezali na valeur numérique mpe ya 62 il faut dire que l'histoire ya Congo na Israël ekendeke presque de pair alors tokei siko mpona koyeba koloba likambo ya baville sainte na Congo tozali na Nkamba et puis na Israël tozali na Jérusalem mpona koyeba sikoyo nde secret ya ville nyonso ezali wapi na Israël ya lelo ou bien na Congo toloba tokozwa nde 2 points totala na situation géographique ya bamboka wana tokei na Apocalypse chapitre 22 verset 2 elobi au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison de nations. Si on dit tolingi toyeba ke arbre de vie wana ezali wapi na Congo Kinshasa ou bien na Israël. Kuna balobi au milieu de la ville de ce que mboka wana ezali na kati ya centre. Toyebi ke Congo ezali juste na centre ya Afrique. Balobi vivelango ezali na 2 bords ya fleuve. C'est-à-dire que vivelango oya Nkamba tant lobi 2 bords de fleuve, c'est-à-dire que ezali entouré na 2 pays na mopanzi Angola et puis na kampi tozali na Congo Brazzaville. Milieu plus ville et puis so Pakundungu. Kuna nde Kimbangu ayaki ko inspiré et kitire mandombe na élément oya 5 tobengi nini Mpaku Ndungu. Soki to luki valeur numérique ya milieu plus ville et repese biso 127. Soki to additionner ba nombre oyo moko et puis biso 55 oyo ezali valeur numérique ya noir. C'est-à-dire que Mpaku Ndungu ezande dont Nzambe apesi na batu mwindu pona développement na bango. Tozui Mpaku Ndungu yango pe ezali na 127. To additionner siko ba nombre oyo moko et puis biso 37. 127 oyo pe ezali nombre d'années il y a vu il y a Sarah, moi c'est il y a Abraham. Bon. 37 oyo il y a un peu ezali valeur numérique il y a Sarah. Balobi arbre de vie yangonde ezane ko pesa na nini guérison na ba nation. Surtout luki valeur numérique il y a arbre plus vie et puis 77. Kimbango pe azali na valeur numérique il y a 77. C'est-à-dire que secret il y a arbre de vie wana na mokolo lelo ezali na maboko ya Kimbangu. Bon. Signe il y a 127 euro et pour te bango très bien ezali comment surtout que na Nkamba juste toleki na premier poste wana tango au komika na place ba komaka Nkamba Nouvelle Jérusalem au cielo lo koloboye ti o koma na place oyo ebimani wana carte d'Afrique to kontango ezana 127 marche donc yango ezali siango yango wana alors sikoyo à partir il y a 127 euro ba descendant il y a serpent c'est-à-dire que ba oyo bazwaki likanisi ya kokabula Afrique na 1885 surtout plus 127 et puis 2012 il y a peut-être awa ba tomoni tolobi likambo ya la fin il y a force du mal à partir il y a 2012 alors ce qui toujours to kaina principe il y a nombre pair et puis impair tozongi na Apocalypse chapitre 22 verset 2 tozu ba consonne oyo nyonso ezali kuna na kati ezali na valeur ya 712 et puis ba nombre oyo ezali impair ya ba consonne ezali na 552 alors ce que tozu 712 moins 552 et puis exactement 160 jours oyo Kimbangu asala en tant qu'homme libre pour na kosa salamo mosala na ye alors donc seconde na deuxième point il y a situation géographique il y a
hoko ezali na secret wana ya arbre de vie. Donc tozwi na Galates chapitre 5 verset 22 balobi mais le fruit de l'esprit c'est l'amour. Donc ezali na 9 fruits ya esprit. 9 fruits l'esprit wana pe totali pays wana pe ezali entouré na 9 pays frontaliers. Oh ya biso ya Congo. Alors, ce qui tozui parmi il y a esprit, paix, joie, bonté, fidélité, et ça n'a même valeur numérique que Simon Kimbangu Kiangan. Bon, pourquoi tozui kaga paix, joie, bonté et puis fidélité? Parce que tu as toujours un principe, il y a un nombre pair et puis impair. Paix, et ça a valeur numérique, il y a 49, et ça a impair. 39 ils avaient impair, et puis 55 ils avaient impair, et puis 69 ils avaient impair. Il y a un et puis sur 212 ils avaient valeur numérique il y a Simon Kimbangu. Ce qui est sali multiplication il y a un nombre nous oyo et que pèse abisso 1 312 200. Ce qui 1 312 200 divisé par valeur numérique, il y a les chiffres moins 2 puisque d'un côté il y a les chiffres indien. Donc 1 312 200 divisé par 72 moins 38 et puis 18 187. Donc ici batu ebele balanda pe na imsima zoba intervention ya papa Kassa. Après ça, vraie date de naissance de Jésus, alors que notamment dans 1887. Ce que aujourd'hui, Jésus de Nazareth en Gouana, c'est-à-dire que aujourd'hui 1 312 200 divisé par 70, tu reçois 225. Ce qui est les trois nombres de Yasuka, tout ça, 225 plus 18 au Yaliboso et puis 243. Ce qui est aussi 20 à Liboso et puis code ya Congo oyo ezali na secret ya arbre de viwana. Tokei na Matthieu chapitre 2 verset 1 à 12 kuna tangu Jésus abotamaki ezalaki na ba mamage misato bakeneki kotala ye bazwaki comme direction ya kolanda nini étoile tamba komi bazwaki ba cadeau ba pesi or encens et puis myrrhe ce que tu 3 plus valeur numérique ya étoile plus or plus encens et puis toujours 243 c'est-à-dire que code ya mboka oyo que secret nyosona et zaleli ce qui peut aujourd'hui étoile plus 3 plus étoile plus encens et puis toujours 127. Bon. Pendant que ce qui est 127, nani wana tozwaki ya 18225 wana pendant que yeba sikoyo que c'est quand ya solo ezali wapi ce qui tolongoli kaka les trois nombres ya suka et puis exactement distance ezali entre la ville sainte na capitale ya mboka wana banda Kinshasa ti Nankamba, distance ezali ya 225 km. Tokepe, au moins na ba nombre ngo tuzwa ko 18225. Awa tuzana des nombres, awa pe tuzana des nombres to longole oyo ya 4. To sali boye 18 multiplié par 25 oyo divisé par d tozwa toujours 225. Tokomi Congo, tomoni que Congo azali na deux voyelles o na o. Surtout O multiplié par O, c'est toujours 225. C'est-à-dire que 15 fois 15, c'est 225. C'est-à-dire que Banda Kinshasa, Tinankamba, il y a une distance de 225 km. Par contre, ce que tu Israël, il y a 3 voyelles. Ce que tu I multiplié par A, multiplié par E, et puis 45. Mais enfin, naïveté, ce qui tu sali étude que Banda na Tel Aviv, Tina Jérusalem, ce qui il y a une distance de 45 kilomètres. Mais il y a Congo, ils allaient vraiment vérifier avec le Banda Kinshasa en camp, ils ont 225 kilomètres. Ils allaient pour prendre la sac, secret, nous sommes ils allaient wapi.
Bon, ce qui peut être Congo comme pays, plus Kinshasa capitale, plus Bas Congo. Donc, province d'Ango, Congo est allé dans 62, Kinshasa 80, et puis Bas Congo 83, et puis toujours 225. Tokepe na théorème ya Pythagore. Pour na théorème Pythagore abani déjà ko la samoke secret ya ba invention sur ali wapi. Oyo obake le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la de longueur de deux autres côtés. Formule ali A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Donc toke siko Pythagore pour a théorie wana liboso ezalaki ni penser azwi penser la sagesse yango nde epesaki nini théorie soki toluki valeur numérique ya pensée ezali 66 ya sagesse ezali 72 et 7 soki tozwi 66 6 plus 6 epesi biso 12 et puis 7 plus 2 epesi biso 9 et puis 8 plus 7 epesi biso 15 yango mpe ezali badimension oyo Pythagore apesaka na théorie na ye wana awa ezali na 12 cm awa 9 cm et puis awa pe soki bokokote na internet boko anango malamu alors tozwi 12 cm kobanda A tina B kobanda B tina C toza na 9 cm kobanda na C tina na 15